n'est pas la première fois que je reçois, dans le cadre d'interviews, Amélie Myriam Shelley, et je profite, une fois de plus, de son passage à Bruxelles pour l'interroger sur un sujet qu'elle connaît particulièrement bien, puisqu'elle a préparé pendant de nombreuses années une thèse de doctorat à Paris sur un sujet qui a donné lieu à un livre qui porte peut-être pas tout à fait le même nom d'ailleurs que le titre d'une thèse, parce que c'est souvent le cas pour que ce soit plus accessible au grand public et moins long, moins spécialisé. Alors, elle a publié un livre qui s'intitule « Iran, autopsie du chiisme politique » aux éditions du CERF ou du CERF, suivant que l'on soit rigoriste ou pas. Voilà, c'est un ouvrage qui a paru en 2017, sauf erreur de ma part, au mois de mai, donc il y a juste un an, en fait, et ces thématiques restent au centre de ces réflexions, bien entendu. Amélie Shelley enseigne dans 2 facultés parisiennes. Elle y enseigne la géopolitique, elle y enseigne, alors une matière qui est très éloignée, c'est la philosophie comparée. Elle a sous presse, en ce moment, enfin pratiquement, l'ouvrage va sortir à la mi-novembre, donc elle met le dernier point en tout cas à son livre, un ouvrage qui est vraiment très d'actualité et que tout le monde attend et qui porte sur les radicalisations et dont elle va vous donner le titre précis tout de suite. Il s'appellera Martyr, anatomie des radicalisations. Voilà. Et alors, elle a commencé tout à fait récemment un ouvrage qui devrait, comme les 2 précédents, donc celui que je vous ai montré et celui qui doit sortir de presse, être publié chez le même éditeur, un ouvrage qui va s'intituler Dictionnaire des islamismes, si j'ai bien compris, et qui devrait paraître certainement pas avant un an par contre, hein, le temps de le publier, de préparer 1 an et demi peut-être, enfin on va voir le temps que ça va prendre, mais là il s'agit d'un ouvrage qui est quand même basé sur des informations par définition fiables. Alors je ne sais pas, est-ce que cet ouvrage, ce dictionnaire sera destiné au grand public ou est-ce qu'il sera destiné à un public de spécialistes? Un petit peu des 2, parce qu'en fait, il va y avoir 3 sortes de notions dans ce dictionnaire qui seront bien évidemment présentées par ordre alphabétique. Oui. Des concepts issus des islams traditionnels, eux, non pas politiques, non pas idéologiques, mais aussi avec la façon dont ils ont été détournés par les idéologies. Par exemple, le concept de Jahiliya, hein, c'est un exemple comme un autre, c'est en fait la période d'ignorance pré-islamique dans l'islam traditionnel, mais qui, dans certaines idéologies rigoriste, politisé, devient en fait le passé de mécréance de l'individu avant qu'il n'embrasse une version définie comme authentique de l'islam qui elle, est en fait idéologique. Ensuite, il va y avoir des notions qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'évolution et de la chronologie des mouvements eux-mêmes, comme l'irwanisme, c'est-à-dire les frères musulmans, le wahhabisme, qui est une idéologie issue du hanbalisme, bon bref. Et puis, 3e sorte de notions, ce sont des notions qui, elles, ne sont propres qu'aux islamismes, c'est-à-dire qu'aux versions idéologiques de l'islam, et qui ne sont pas en présence, ou très peu, et absolument pas sous ce sens-là, dans les islams traditionnels. Je pense notamment au slogan nouveau de Daesh, qui marque une rupture avec le traditionnel Bariya, magnifique, pardon, pas Bariya, mais Takbir, Allah Akbar. Là, ça deviendra Dawlat al-Islam, État islamique, Bariya demeurera, par exemple. C'est juste pour donner un exemple. Mais du coup, ça s'adressera à tout le monde en fonction des intérêts de chacun. Oui, mais en tout cas, d'après la précision de des termes que tu viens, des concepts que tu viens d'évoquer, un public en tout cas instruit, hein, et qui cherche
à s'éclairer davantage sur un sujet qu'il ne connaît pas bien. Mais manifestement, je crois que les spécialistes devront avoir recours ou posséder en tout cas dans leur bibliothèque cet ouvrage, parce qu'il va les éclairer sur un certain nombre de points qui méritent quand même des précisions supplémentaires quand on a des connaissances relativement vagues de l'islam, en tout cas. Voilà. Et alors, je voulais terminer cette présentation, non pas en évoquant les différents livres, dont 2 romans qu'Amélie a déjà écrits jusqu'à présent, sur le fait que Amélie Shelley est régulièrement présente sur les grands médias, par exemple France 5, LCI aussi, Arte, où elle participe à des émissions sur des thématiques directement liées à ses sujets de prédilection, c'est-à-dire d'une part le Moyen-Orient d'une manière générale, l'Iran en particulier, et alors les phénomènes de radicalisation. À côté des médias télévisés, elle donne aussi des interviews sur les radios. Elle donne aussi régulièrement des articles dans des grands journaux, des grands magazines, qu'ils soient destinés au grand public ou plus spécialisés. Et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent et qui connaissent Amélie Shelley verront directement de quels médias il s'agit. Mais en tout cas, pour nos auditrices et nos auditeurs, je les invite rapidement à aller sur Google, sur Internet, pour voir quelles sont les différentes contributions qu'Amélie Shelley doit souvent donner pratiquement à chaud, parce qu'elle est très régulièrement, comment dirais-je, requise, si je puis dire, par l'actualité, et parfois, quand il y a un événement qui vient de se produire, par exemple, et hélas, un attentat en France, ou lorsqu'il y a un événement important qui concerne les relations entre l'Iran et la communauté internationale, par exemple sur le nucléaire, évidemment, ces médias ont le nom d'Amélie Shelley dans leur carnet d'adresses et font appel à elle, et elle est souvent appelée le soir même ou pour le lendemain à écrire un article. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement réactif, et je peux témoigner que ses nuits sont extrêmement courtes quand l'actualité est chaude. Voilà. Alors l'objectif de cet entretien aujourd'hui n'est pas du tout de s'adresser, plutôt de faire référence à l'actualité immédiate. Bien au contraire. Vous savez que cette chaîne a un objectif d'information générale. Cette chaîne publie entre autres des cours, mais qui vont de la préhistoire jusqu'à nos jours. Et à destination, je dirais, de mes étudiants et d'un large public, je souhaitais profiter de ses compétences, de son expertise, pour utiliser un mot actuel depuis quelques années, sur l'histoire de l'Iran contemporain, pour l'interroger sur un sujet qui, évidemment, qu'elle connaît admirablement bien, même si ce n'est pas sa spécialité sur laquelle elle a travaillé dans ses recherches, qui est évidemment la révolution iranienne de la fin des années 70. Donc, Amélie, je voudrais te poser, après cette trop longue présentation, parce que je suis un bavard, mes étudiants me connaissent bien, une première question sur les origines de cette révolution et quels sont les éléments qui l'ont provoquée. Alors les origines sont multiples, bien évidemment, c'est l'aboutissement de très très longs processus, et de processus divers, et peut-être même d'une volonté du Shah lui-même de moderniser le pays. Parle un peu plus haut. Oui, oui. C'est gentil. On peut parler d'abord des causes les plus immédiates, les plus visibles, les plus directes, qui sont des raisons purement économiques. Oui. On peut se souvenir de ces fameuses processions de Persépolis où
un nombre incalculable de têtes couronnées, de chefs d'État étaient présents pour assister à vraiment quelque chose de grandiose, extrêmement coûteux, alors qu'une grande partie de la population vivait dans l'extrême pauvreté. C'est une raison parmi d'autres, il y en a bien évidemment d'autres. L'autoritarisme faisait partie des raisons les plus immédiates, mais il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. On peut notamment justement se focaliser sur cette volonté du Shah de moderniser le pays, très belle chose, mais qui a eu aussi des effets pervers. Alors le Shah n'était pas du tout un chef d'État qui voulait diviser sa population. D'ailleurs, une des preuves de sa volonté de ne pas diviser la population a d'ailleurs consisté en l'appellation du pays. C'est-à-dire qu'on utilisait indistinctement le terme perse et le terme Iran pour désigner l'Iran, jusqu'au jour où le Shah a décidé que non, ce serait l'Iran, parce que appeler l'Iran la Perse, c'était exclure de la population iranienne la moitié de la population iranienne, étant donné que 50% environ de la population est perse et parle le perse à la maison. Il y a un certain nombre de mosaïques linguistiques et ethniques dans le pays qui est d'une tradition impériale, comme on le sait. Une très très grande majorité, enfin une très très grande partie de la population est turque, alors qu'elle soit azérie, turkmène, kashkaï, ce sont les derniers nomades de la région. Après vous avez des Baloutches, des Kurdes, une petite partie de la population est arabe, donc voilà, ne pas exclure. Et puis moderniser, ça voulait dire aussi ferrer le pays, évidemment, mais développer l'éducation. Développer l'éducation, c'était d'abord importer des modèles calqués sur ce qu'on pouvait faire en Occident. Le modèle belge a été très sollicité, le modèle anglais. Et d'ailleurs, on a vu une différence se marquer progressivement entre ce qu'on appelle, et ça c'est un chercheur qui s'appelle Saïd Epeyvandi qui le développe très bien, la Madrasa Jadid et Qadim, c'est-à-dire l'école ancienne, l'école nouvelle, l'école traditionnelle qui était entre les mains des religieux et qui consistait en fait à quelque chose d'assez hybride, en fait, comme on a pu le connaître en Occident d'ailleurs, entre un savoir religieux et un savoir qui était beaucoup plus axé sur la pratique et le pragmatisme du quotidien, et une nouvelle école qui était donc beaucoup plus ouverte aux sciences, mais à l'occidental. Donc ça a été une première chose, et puis bien évidemment l'université. L'université, on voit que c'est sous les Pahlavis qu'on a les premiers étudiants qui partent pour faire des études à l'étranger, qui reviennent, qui expliquent un petit peu comment procéder en fait les universités ailleurs. Et du coup, en fait, c'est l'accès aux sciences humaines et à l'esprit critique. Cet esprit critique s'est retourné contre le Shah. C'est aussi à ce moment-là qu'on a vu apparaître un certain nombre d'idéologies, de doctrines revendicatrices en faveur de la population et donc forcément contre l'autoritarisme du roi. Voilà, ce sont des raisons. Après, bien évidemment, il y a les raisons qui sont plus liées aux mœurs, parce que qui dit modernisation dans l'esprit du Shah de l'époque dit immixtion, invitation, importation en fait de tout ce qui relève de l'art occidental et notamment le cinéma. On sait que beaucoup d'Iraniens qui n'étaient pas préparés à voir déferler des films américains où les femmes se comportent différemment et ont pu être choqués. Donc beaucoup d'Iraniens ont eu le sentiment que le Shah était une sorte de cheval de Troie de l'Occident dans leur pays. Et on le sait, l'immixtion, l'ingérence, c'est quelque chose qui a beaucoup travaillé les esprits iraniens, même si c'est un des rares pays de la région qui n'a pas connu de colonisation. Les ingérences occidentales, on peut se souvenir bien avant ça du grand jeu ou autre, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient culturelles, c'est jamais passé. Et d'ailleurs, dans les grandes idéologies révolutionnaires, dont on pourra parler après si vous le souhaitez, il y a cette fameuse question « return to which self ?» C'est-à-dire comment justement réaffirmer, question qui ne s'était jamais posée auparavant, oui. Comment réaffirmer son identité culturelle face à l'ingérence d'identité extérieure. Et beaucoup d'auteurs ont été forcés d'admettre que l'occidentalisation a pu être un élément identitaire de l'Iran alors que ça lui est parfaitement étranger. Donc ça c'était une question assez considérable. Et pour
mettre justement les pleines lumières sur le concept qui a pu avoir le plus de succès dans ce cadre-là. C'est certainement un concept développé par Jalal Ali-Ahmad, un intellectuel de l'époque, qui a écrit un livre qui s'appelle Qalb Zadegi. Quand on traduit en anglais, c'est Westoxication, et quand on traduit en français, c'est occidentalite. En d'autres termes, la maladie de l'Occident, ou comment faire en sorte d'avoir une identité qui soit bien affirmée en dehors, en fait, d'une sorte de grand tuteur qui viendrait de l'étranger. Je voulais te poser une question subsidiaire, mais liée directement à ce que tu viens de dire, pour élargir un petit peu le propos à l'histoire générale. Est-ce qu'on peut dire que, et la réponse est relativement évidente, mais je voudrais que tu l'affines un petit peu, que le Shah, donc Mohamed Reza Pahlavi, est au fond un despote éclairé du même type que l'empereur Meiji, qui mène sa révolution au Japon à partir de 1858, et d'autre part que Kemal Atatürk, qui mène aussi une réforme de modernisation et d'occidentalisation de la Turquie après la chute de l'Empire ottoman, donc dans les années 20 et dans les années 30. À cette différence près que, enfin, ou plutôt, il y a un point de comparaison, sauf que la chronologie ne s'est, évidemment, ce sont des histoires différentes, ne s'est pas faite de la même manière, sauf qu'en Turquie, on voit maintenant, mais avec une chronologie tout à fait différente, ressurgir l'islam qui est au fond associé à une forme de nationalisme dans le chef de, comment il s'appelle, l'actuel président Erdogan. Ben oui, dont on n'arrête pas de parler, c'est pour ça que j'oublie, parce que je suis peut-être mal réveillé, évidemment. Alors que dans le cas du Japon, bon, ça a commencé plus tôt, au milieu du 19e siècle, mais la société a pu combiner d'une part l'intégration d'un modèle occidental sur le plan économique, puisqu'il y a eu un changement total, je dirais, de paradigme sur le plan de la production. On est passé d'un monde rural à un monde très industrialisé qui a conduit, hélas, à la Deuxième Guerre mondiale, mais parallèlement au maintien de toute une série de traditions avec la présence du phénomène religieux qui n'a jamais été un obstacle, bien au contraire, à cette différence-là, c'est qu'il n'y a pas, comme en Iran, un clergé, que tu connais si bien, et qui va jouer un rôle particulièrement important dans le cas d'Iran, parce qu'au Japon, il n'y a pas de clergé. Les bouddhistes, quelle que soit leur secte, quelle que soit l'organisation du shintoïsme, ne ressemble en rien à l'organisation du chiisme hiérarchisé. Oui, la religion a toujours été quelque part instrumentalisée d'une façon ou d'une autre, même à l'heure où elle n'avait pas le pouvoir dans le pays. On faisait justement le parallèle avec Atatürk. Il y a eu quand même une grande différence en Iran, c'est que la Russie communiste est juste au-dessus. Donc il faut quand même avoir un rempart contre ce communisme qui a quand même bien pénétré l'Iran. Donc en fait, on laissait quand même un certain nombre de prérogatives au clergé en Iran, là où Atatürk a vraiment procédé à une sécularisation forcée et homogénéisée dans tout le pays. Donc en fait, la classe religieuse se sentait à la fois visée, malmenée et de temps en temps quand même invitée à participer au pouvoir. Bon, ça existe depuis même avant, on peut penser à la première révolution politique en Iran contemporaine, la révolution constitutionnelle, où on voit apparaître une volonté donc d'encadrer le pouvoir du Shah par une constitution, et des premières figures religieuses qui veulent entrer en fait en politique. On peut penser à Al-Nouri par exemple, mais si on prend la période beaucoup plus récente dans la pré-révolution, on a effectivement un certain nombre de règles qui ont pu irriter les religieux, comme le fait d'obliger les hommes à porter une tenue vestimentaire occidentale avec la cravate, qui est interdit normalement aujourd'hui en Iran. Enfin, en tout cas, il vaut mieux éviter de la porter. L'interdiction du voile dans certains lieux, dans beaucoup de lieux de la sphère publique. Voilà.
si vous voulez. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a un effet miroir aujourd'hui, parce qu'on aime bien prendre le voile comme une espèce de baromètre pour savoir où on en est d'un point de vue des mœurs, mais il y avait beaucoup de manifestations sous le Shah de femmes pour pouvoir aider leurs sœurs qui voulaient porter le voile à laisser la liberté de choisir. C'est-à-dire que des femmes qui ne comptaient pas porter le voile manifestaient pour le voile. Aujourd'hui, avec les phénomènes déferlants qu'on peut observer en Iran, de ces fameux jours où on doit marcher sans voile, se filmer et poster sur les réseaux sociaux, on voit aussi donc, cette petite habitude de déferlante sociale s'afficher sur Internet qui consiste à attacher son foulard sur un bâton et diffuser sur les réseaux sociaux. Et on voit aussi des femmes qui portent leur voile, mais qui quand même attachent un autre voile sur un bâton pour dire de la même façon que nos sœurs, aujourd'hui nous-mêmes nous comptons garder le voile, mais nous sommes pour que nos sœurs qui ne veulent pas le porter puissent ne pas le porter. Donc voilà, la religion a toujours été un instrument. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi par cette immixtion de l'occidentalisation qu'on a pu voir apparaître des idéologies islamistes, alors non pas islamiques, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la pure tradition islamique, même si dans cette tradition islamique, on a deux très grandes tendances dans le chiisme. L'une est plus favorable à la politisation, ou du moins à avoir un pied en politique que l'autre. La première s'appelle Usuli, c'est le chiisme jurisprudentiel, où en fait les affaires concrètes de rapports interhumains qui doivent appartenir à ce champ juridique sont entre les mains d'une évolution réformatrice d'une grande partie du clergé. L'autre courant qui est quasiment éteint, c'est le mouvement Arbali, où en fait on est dans la lettre, le fait d'être littéraliste, dans l'attentisme et dans le mimétisme. Et donc il y a quand même une origine dont on peut penser que la République islamique ne constitue pas une rupture mais une continuité en fait du mouvement Usuli. Mais il faut aussi ajouter à ça cette fameuse occidentalisation qui a permis à un certain nombre d'auteurs qui ne faisaient pas forcément partie du clergé, et certains d'entre eux étaient même anticléricaux, mais étaient pour une idéologisation de l'islam pour séduire les classes populaires. Et puis quand vous observez certaines grandes tendances révolutionnaires islamistes iraniennes, on dirait du communisme, mais juste avec du vocable religieux. C'est clairement des questions de lutte de classe dont il est question, mais réglées par une sorte de chiisme rouge, si on reprend notamment la théorie, la doctrine d'Ali Shariati, qui pour le coup est un anticlérical, mais un révolutionnaire, qui veut faire du chiisme un fer de lance de la révolution. Et donc la révolution, c'est plus Shariati. Par contre, l'institutionnalisation du chiisme, c'est plus Khomeini. C'est-à-dire que le premier est un schisme politique révolutionnaire de l'instabilité, c'est-à-dire que le schisme, pour continuer d'exister, doit être en permanente révolution, ce qui n'est pas possible si on veut instaurer un pouvoir. Tandis que le pouvoir de Khomeini, c'est plus la révolution, c'est institutionnaliser un pouvoir politique. Ça s'appelle la théorie de Khomeini, qui est toujours en vigueur aujourd'hui en Iran, même si elle a subi d'énormes différences de pratiques institutionnelles, constitutionnelles, c'est-à-dire la constitution est la même, il y a eu un petit changement en 89, mais la constitution est la même, mais la pratique constitutionnelle a changé. Ça s'appelle le Velayat-e-Faqih. Velayat-e-Faqih, c'est la tutelle du juriste théologien. En d'autres termes, le théologien, le guide suprême, est censé avoir son mot dans à peu près tous les niveaux, si ce n'est en amont, du moins en aval, par un droit de veto. Entendu. Mais déjà, en répondant et en commentant la question que je t'avais posée juste avant, tu abordes en fait le deuxième sujet sur lequel j'allais t'interroger, c'est-à-dire la question des groupes et des personnages qui ont joué un rôle particulièrement important donc dans cette révolution. Il se fait que là tu as fait des allers-retours, je dirais, entre le présent et l'origine du projet communiste et du projet de la révolution islamique. Ce serait peut-être bien maintenant intéressant de retourner en arrière, donc à la fin des années 70, pour nous expliquer un petit peu quelles sont les forces en présence à ce moment-là. Alors, bien évidemment, comme dans beaucoup de cas de pays qui ont connu une révolution récemment, les forces vives sont les forces de gauche. Sauf qu'après, ceux qui récupèrent
le fruit révolutionnaire, ce sont des religieux, pour ce qui concerne l'Iran, et encore une fois, dans d'autres pays, ça a aussi été le cas. Alors, peut-être pour développer cette réponse, partir d'un slogan très intéressant à plusieurs titres, parce qu'il a des répercussions encore aujourd'hui dans sa version transformée. À l'époque, un des slogans était « Nashari, Naqarbi, Jamhuriye Islami », ça veut dire ni le bloc de l'Est, ni le bloc de l'Ouest, mais une république islamique. En d'autres termes, on n'est pas ni pour les communismes asiatiques ou russes, ni pour le capitalisme avec en chef de file les États-Unis, mais pour une république islamique. Pourquoi je dis que ça peut avoir une incidence? Parce que ce rythme ternaire du slogan, on le retrouve par exemple en 2009 en disant « Naqaze na Lubnan, Janam fadaye Iran », ça veut dire « ni Gaza, ni le Liban, mon âme va à l'Iran ». Tout ça pour dire aujourd'hui les difficultés ne sont plus de l'ordre de la volonté de faire tomber un empire, mais plus de l'ordre de ramener l'économie à l'intérieur du pays en disant « arrêtez de donner de l'argent à Gaza, arrêtez de donner de l'argent au Hezbollah, au Liban, on veut que l'Iran soit nourri. » Bref. Mais revenons à ce premier slogan. Ça, c'était effectivement ce qu'on a pu entendre de ceux qui étaient plus sympathisants de Khomeini, notamment, et d'une perspective identitariste islamique. Islamiste, mais sans savoir islamique. Mais il y avait aussi des forces de gauche très présentes. Le parti Today, notamment, est un des plus grands partis communistes de la région, je crois même le premier du Moyen-Orient, est directement connecté à Moscou. Les Toudéi expliquent que quand il pleut à Moscou, eux ouvrent leur parapluie à Téhéran. Donc c'était vraiment une volonté de suivre ce modèle-là. Mais pas que, il y a eu beaucoup de partis de gauche, d'extrême gauche. Je pense notamment à un parti qui, pour le coup, est beaucoup plus rouge au sens révolutionnaire et familier des armes, les Fadoïn Khadr. Donc il y avait de cela. Ensuite, il y avait tout simplement des membres issus de cette No Generation, c'est-à-dire qu'il y avait des forces vives très vives, pour le coup, dans les révolutions, dans cette révolution, qui n'avaient pas forcément d'idée de l'après. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui est souvent évoquée quand je pose la question à des personnes qui sont extrêmement mécontentes, notamment, c'était le cas en 2009, de l'actuel régime, d'un point de vue politique. On est très mécontent encore aujourd'hui, mais je pense que l'économie a pris le pas sur le politique parce que c'est le ventre qui parle. Pourquoi ne pas envisager un changement radical, encore une fois? La raison évoquée, c'est on a fait la révolution parce qu'on n'était pas satisfait de ce qui était en présence à ce moment-là, mais sans penser à l'après. Et l'après nous a beaucoup plus déçus que l'avant. Donc, il y a aussi de ça. Donc les forces de gauche étaient effectivement très en présence, et d'ailleurs elles ont fait les frais de leur propre révolution, puisque quand finalement c'est la République islamique qui s'installe, eh bien on procède à l'épuration des cercles. Alors le premier cercle, c'est évidemment le cercle qui rappelle l'ancien régime, c'est-à-dire qu'on fait une chasse en fait à tous les sympathisants ou personnes qui travaillaient pour le Shah, l'entourage du Shah, cette élite-là. Une fois que cela est fait, eh bien, on s'attaque à tous ceux qui peuvent représenter un danger idéologique. Évidemment, les communistes en première ligne, puisqu'ils sont athées. Et puis ensuite, on va dans un écrémage de plus en plus pointu, aiguisé. Voilà. Donc, il y a une petite anecdote intéressante pour dire que finalement, le nationalisme iranien, l'attachement au pays, le patriotisme pouvaient justement transcender toutes ces factions politiques. Quand il y a eu la guerre Iran-Irak, donc beaucoup de communistes étaient en prison et beaucoup d'entre eux suppliaient leurs geôliers de les laisser se battre contre l'ennemi irakien, quitte à être enfermés à leur retour, puis exécutés à leur retour. Entendu. Est-ce qu'on pourrait dire qu'au fond, puisque ce n'était pas possible à l'époque de la guerre froide, au milieu des années 50, qu'au fond, l'argument de la troisième voie que tu as évoquée ici n'est-elle pas, au fond, une actualisation dans le cadre du contexte iranien 20 ans plus tard de ce qui s'était passé à la conférence de Bandung en 1955, lorsque les pays
que l'on va appeler les pays non alignés, ont décidé d'affirmer qu'ils ne voulaient pas s'inscrire soit dans la politique de l'impérialisme américain, soit de l'impérialisme soviétique, et participer ainsi d'un nouveau colonialisme d'une certaine manière. Même si on a bien compris, d'après ce que tu viens de dire, que le contenu qui a été mis dans le cadre de la révolution iranienne n'est pas celui du tout qui a été appliqué dans le cadre des pays de ce qu'on va appeler aussi le tiers-monde. Mais il n'y a pas lieu de superposer d'ailleurs la notion de pays du tiers-monde qui renvoie aux pays en voie de développement trop souvent, alors que ce n'est pas ça à l'origine. Les pays du tiers-monde, c'est vraiment ceux qui n'acceptent aucune des deux voies préconisées par le premier monde, les États-Unis, et le second monde, donc les États-Unis, l'URSS. Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose derrière cette idée de troisième voie? Oui, bon, déjà il y a quelque chose de... Avec 20 ans de retard, bien entendu, hein, on est bien d'accord. Il y a quelque chose de purement pratique, c'est-à-dire que c'est vrai que dans les grandes strates élitistes de la société, c'est aussi là qu'est né le communisme, parce qu'il fallait un accès à la littérature communiste, il fallait avoir un accès justement à cette idée finaliste de l'histoire, et par contre, et puis le fait de pouvoir justement se séculariser au point de devenir athée, il fallait quand même être issu d'un certain milieu. L'Iran, il n'y en a pas qu'un, il y a des Irans en fait. Dans certaines villes, vous avez une population qui est soit totalement sécularisée, soit qui a une propension à l'être, mais l'écrasante majorité quand même du pays est extrêmement croyant. Alors, qui dit croyant ne dit pas pour l'islam tel qu'il est institutionnalisé actuellement. C'est-à-dire que vous avez par exemple des personnes qui sont extrêmement religieuses, mais qui sont contre le Velayat Sefari. Mais voilà, il ne faut pas faire l'économie de cette donnée. Donc déjà, cette voie-là ne pouvait pas fonctionner. C'était un petit peu utopique de penser que ces extrêmes gauches-là pouvaient prendre le pouvoir dans ce pays. Mais ça a donné lieu en fait à des amours et à des désamours qui ne sont pas naturels. C'est ça qui est aussi très intéressant, c'est-à-dire qu'on sait par exemple que l'Iran pré-révolutionnaire avait des liens géopolitiques avec un certain nombre de pays qui se sont vus inscrits dans une rupture relationnelle après la révolution. Alors on parle des États-Unis, d'Israël encore plus évidemment. Il y a aussi le cas de l'Irak à prendre en considération, c'est-à-dire qu'on sait que les gouvernements iraniens et irakiens avaient des relations, alors c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, maintenant, le gouvernement central irakien et l'Iran collaborent, s'échangent des données, ont une vraie relation, mais la rupture de la guerre Iran-Irak a quand même laissé un certain nombre a montré en fait le caractère non naturel que pouvaient prendre certaines relations géopolitiques. Alors déjà, la rupture la plus évidente, c'est celle de la prise d'ambassade américaine, donc avec les États-Unis, avec Israël d'un point de vue purement identitaro-idéologique. Avec l'Irak, c'est parce qu'on sait une des raisons était que Saddam Hussein avait peur justement de l'épanchement, de la diffusion de l'aspiration révolutionnaire dans un pays où il y a une écrasante partie de la population qui est chiite. Donc il y a aussi toutes ces données-là, et puis peut-être aussi cette anecdote un petit peu rigolote pour nous occidentaux, où en fait Khomeini a écrit une longue lettre à Gorbatchev pour dire mais vous êtes du côté du bien, mais votre seul problème c'est que vous êtes athée, moi j'ai peur pour vous, convertissez-vous. Donc ça a été surtout entre 79 et 89, l'Iran ça a été un pays qui était étranger aux normes des relations internationales. C'est-à-dire qu'on n'était plus du tout dans la régularisation et le fonctionnement traditionnel en matière géopolitique. Aller demander à un chef d'État de se convertir, c'est quand même... Donc voilà, on est effectivement dans une troisième voie qui peut-être n'aurait pas pu être différente que celle qu'elle a finalement été pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. D'accord. Il y a quand même un élément sur lequel dont tu n'as pas ou très peu parlé, c'est quand même l'aspect autoritaire du régime du Shah, parce que, bon, moi je ne sais plus quel âge j'avais à ce moment-là, mais enfin j'avais un
peu plus de 20 ans, au moment de la révolution iranienne, et je me souviens de ce que l'on disait quand même dans les années qui précédaient dans la presse francophone, parce que je ne lisais pas l'anglais à cette époque-là. Il y avait d'une part, je dirais, et j'ai eu l'occasion de t'en parler hier, une propagande dans les journaux très people, des magazines comme Paris Match, où il y avait régulièrement des interviews du Shah, de Farhadiba, vantant la modernisation de l'Iran. Et puis alors, il y avait une presse beaucoup plus critique de gauche qui faisait référence, ou même Le Monde, qui fait référence quand même à la répression, à la police politique, la fameuse SAVAK, qui était épaulée par la CIA, et donc le régime du Shah paraissait comme très musclé, donc j'imagine que ça a certainement joué un rôle quand même dans le déclenchement de la révolution, oui. Cet aspect autoritariste, tyrannique même du régime du Shah. Alors, ça a eu un rôle sous deux aspects, c'est-à-dire que le Shah était autoritaire, mais trop et pas assez en même temps. C'est-à-dire qu'il l'était trop au sens où on n'était pas du tout dans un lieu de libre parole et ainsi de suite, mais les personnes qui étaient arrêtées, souvent, eh bien, étaient emprisonnées puis relâchées. C'est notamment le cas de Khomeini. Khomeini a été emprisonné, ensuite il s'est retrouvé en Irak. Saddam Hussein a demandé au Shah s'il fallait qu'il l'exécute, il a dit non, c'est un homme sans importance, et puis il s'est retrouvé ensuite à Neufle, le château à côté de Paris comme on le sait, et il a eu l'avenir qu'on lui connaît. Donc il y a eu un petit peu des deux. Évidemment, le caractère autoritaire a fait partie du mécontentement, ça c'est une évidence. Mais par contraste, on sait que la République islamique a été beaucoup plus loin pour la simple et bonne raison que ça signe l'entrée de l'Iran dans la modernité au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire la modernité, c'est l'heure des religions séculières. Alors ça fait un petit peu étrange de parler de religion séculière ici, mais j'assume et j'en discuterai un petit peu après si tu le souhaites. Mais le fonctionnement idéologique. Et comme on sait, un fonctionnement idéologique, il y a une vérité absolue, tout le reste peut être anéanti. Il y a une sorte d'épuration des mauvais ressorts de la société qui doit passer par l'élimination, soit à travers le camp, soit à travers d'autres voies. Alors là, il y a eu beaucoup d'autres voies en Iran. On sait par exemple qu'il y a eu des exécutions en très très grand nombre. Il y a un ayatollah qui s'appelait Khalkhali, on l'appelait le juge pendeur, qui, un petit peu, selon son bon vouloir, exécutait qui il souhaitait. Il avait même voulu raser Persépolis. Finalement, heureusement, ça ne s'est pas fait. Et puis, il y a eu l'institutionnalisation du martyr. Alors là, c'était pour une toute autre raison. C'était bien évidemment pour une raison de défense nationale. Mais défense nationale à laquelle on a adjoint, en fait, un qualificatif très empreint de religiosité. On a appelé ça la défense muqaddas, c'est-à-dire la défense sacrée. Et l'institutionnalisation du martyr, c'est la massification des envoyés à la mort. Hein. Tout a commencé notamment à partir d'une sidération. Un épisode individuel d'un jeune homme qui s'appelait Hosseini Fahmideh, un tout jeune mobilisé, qui, face au déséquilibre des forces matérielles armées, a découpillé une grenade et s'est jeté sous un tank irakien. Sidération, les deux armées se reculent, se retournent chacune dans leur camp, et du côté irakien, mon Dieu, ils sont prêts à mourir. Du côté iranien, il faut absolument institutionnaliser ça, c'est notre seule chance pour arriver à inverser la tendance. Et effectivement, l'institutionnalisation est allée de pair, notamment avec une financiarisation, c'est-à-dire qu'on promettait aux familles de martyrs d'avoir les meilleurs postes dans les administrations, de bonnes places dans les universités. Il y a des boniotes qui ont été créées, c'est-à-dire des fonds de pension qui promettent en fait, d'un point de vue religieux, le paradis du martyr sur terre pour ceux qui restent. Et qui pouvaient justement ne plus faire douter les plus réticents à laisser une famille sans breadwinner. Donc voilà, vous avez tout ça, vous avez aussi donc ces idéaux qui peuvent être extrêmement dangereux parce qu'ils sont excluants. Et donc le régime de la République islamique, surtout entre 79 et 89, était extrêmement dur, extrêmement répressif. Après, ça l'a été aussi, mais moins. Hein, après la mort de l'ayatollah Khomeini, ça l'a moins été. Et puis surtout, on est rentré dans un des travers de l'institutionnalisation pour l'idéologie qui consiste en un désenchantement. Donc on est aussi rentré dans une phase où la vie, au sens individuel du terme, n'avait plus d'intérêt pour l'État.
je m'entends. C'est-à-dire qu'avant, on rentrait dans les maisons pour savoir qui pratique pas, parce qu'une personne qui ne pratiquait pas, c'était pas juste un signe politique de ne pas vouloir rentrer dans les rangs, c'était quelque chose qui mettait le salut de l'humanité en péril. On était dans une idéologie, on y croyait. Aujourd'hui, si vous faites quelque chose qui est hors la loi à titre individuel chez vous, sans faire de vagues et sans poster sur les réseaux sociaux, l'État s'en contrefiche. Ce qui fait peur à l'État aujourd'hui, c'est les phénomènes de déferlante, le fait par exemple d'enlever mon voile, de mettre sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux et d'appeler les autres à faire de même pour que la vitrine identitaire se fissure et que l'État perde la face. Ça dérange beaucoup plus. Cette question de salut de l'humanité n'est plus du tout présente dans les esprits. Si je devais, pour renvoyer maintenant à une interprétation de type marxiste, est-ce qu'on pourrait simplifier, on sait que quand on simplifie, on caricature toujours, on est obligé d'évacuer un certain nombre d'éléments qui pourraient démentir certains traits de cette interprétation. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, pour résumer cette longue période qui commence avec le moment où le chat n'est plus le fragile personnage qui apparaît aux mains des Américains dans les années... parce qu'au fond, il a commencé à régner très tôt, hein, en 1943, je crois, enfin au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, entre le moment où, après la Deuxième Guerre mondiale, il apparaît un petit peu comme un pantin entre les mains des Occidentaux, et puis le moment où là, il prend lui-même en main les destinées de l'Iran, et d'autre part, alors la fin, enfin on n'y est pas encore, à la fin de cette période islamique, si on prend cette très grande période qui couvre donc presque 60 ans maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'à une révolution à marche forcée de l'entrée dans le capitalisme, l'industrialisation et donc au profit de la grande bourgeoisie menée par ce monarque que j'appelais despote éclairé tout à l'heure, et d'autre part la période qui succède, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on aurait eu une contre-révolution donc conservatrice depuis la révolution islamique, qui fait un petit peu penser à ce qu'on appelle la terreur blanche après la Révolution française, donc au moment de la Restauration, qui succède donc cette période de contre-révolution à une révolution, je dirais, bleue, évidemment pas rouge, de l'époque du Shah, c'est-à-dire à une révolution libérale mais autoritaire, ce qui peut paraître un petit peu libéral au sens économique et autoritaire sur le plan politique. Donc cette révolution bleue succède une contre-révolution, alors là avec une couleur, on peut dire le noir, enfin peu importe la couleur, c'est pas très intéressant, mais au fond, comme dans tout processus révolutionnaire, quand on est en marche forcée dans une rénovation rapide sur un temps court des structures d'un pays, on ne se rend pas compte suffisamment du poids, des pesanteurs des siècles qui précèdent, finalement, ressurgit inévitablement, à un moment donné, des forces de type contre-révolutionnaire qui ont un soutien puissant parce qu'elles viennent des masses rurales, enfin et puis alors aussi des villes, mais je dirais populaires. Et donc il y a un soutien à ce clergé qui est quand même relativement massif. Ou bien est-ce que je me trompe, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de l'Iran, donc mes questions sont volontairement celles que doivent se poser beaucoup d'historiens généralistes comme moi. Ce n'est pas forcément les zones rurales qui défendent le pouvoir. On voit par exemple les manifestations de décembre, janvier, on les a appelées les manifestations des périphéries. Oui. Parce qu'effectivement, ce n'était pas les villes, mais au contraire, les revendications économiques venaient de la périphérie des villes. Des zones un peu plus rurales, pas forcément totalement rurales, mais un peu plus rurales. Là, ce à quoi on est en train d'assister, c'est quelque chose qui relève aussi de la lutte des classes, encore une fois. C'est-à-dire qu'on entend de plus en plus de slogans, par exemple, je crois que c'était il y a encore 1 ou 2 semaines, il y a une mosquée qui a été brûlée
par la population en Iran. Dans les mosquées, des fois, on entend des personnes crier « notre ennemi est à l'intérieur ». Que veut dire notre ennemi est à l'intérieur? Ça veut dire que, en fait, si le pays est en pleine suffocation, alors bien évidemment, pour un certain nombre de personnes qui s'informent, qui sont allées regarder ce en quoi devait consister les contrats sur le nucléaire, se doutent bien que le retrait américain y est pour beaucoup dans le fait que l'économie ne puisse redécoller. Mais pour un très très grand nombre de la population, et c'est aussi une vraie raison, c'est juste une nouvelle intelligentsia économique et religieuse cléricale qui finalement garde une grande partie de l'argent pour finalement l'injecter dans des structures religieuses et produire ce qu'on appelle des orozadeh, c'est des fils d'eux, c'est-à-dire que très très rapidement, ces personnes qui commencent à s'enrichir placent leurs enfants sur un modèle anti-méritocratique à des postes rémunérateurs ou des postes d'influence. Et il y a un certain nombre de personnes, tant dans le monde rural que dans les villes, qui se rendent compte qu'ils n'ont pas la possibilité de répondre à un impératif culturel en Iran qui est de fonder un foyer, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, et c'est une population qui, à ce niveau-là, est très moderne, très rationnelle, et qui ne va pas s'amuser à faire des familles sans en avoir les moyens. Et ils voient que finalement le fils d'eux, qui est dans une petite hypocrisie parce qu'il vit, lui, pour le coup, dans l'opulence et dans un mode de vie extrêmement occidentalisé, alors que son papa, pour le coup, est censé être un tenant du conservatisme religieux, lui, il y arrive. Donc, il y a de ça. En fait, on est encore une fois dans une question de lutte de classe. Et qui existe sous tous les régimes, hein, parce qu'on peut se dire, bon, parce que ça se passait aussi en URSS, hein, on sait bien qu'il y avait une classe, théoriquement c'était l'État des ouvriers, mais dans les faits c'est un capitalisme d'État, hélas, hein, où, comment dirais-je, l'élite au pouvoir possédait toute une série de privilèges, des dachas, etc., et que donc on retournait dans une société, je dirais, hiérarchique évidemment, mais aussi de type patriarcal, où on mettait en place des principes, je dirais, héréditaires. Et ça a quelque chose d'assez désespérant pour l'avenir de l'humanité. On a l'impression que quelles que soient les révolutions politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, inévitablement on retombe, je dirais, dans ce qui paraît être le destin de l'être humain, comme si l'être humain avait dans ses gènes sociaux, c'est un concept qui ne veut rien dire évidemment, hein, cette idée que finalement l'espèce humaine fonctionne comme, voilà, tu es sociologue d'ailleurs, hein, fonctionne au fond comme, voilà, il doit y avoir des chefs, il doit y avoir une oligarchie, et que on ne peut pas en sortir quoi qu'il arrive, et une société, je dirais, fondée véritablement sur l'égalité, la fraternité, la liberté, ne peut rester que de l'ordre de l'utopie. On peut y tendre par des petites réformettes, mais que quel que soit le régime politique, finalement, on retombe, je dirais, dans quelque chose qui paraît inévitable, et c'est assez déprimant, je dirais, parce qu'on se dit, mais que faire dans ces cas-là? Parce qu'il y a des tas de gens qui ont des idées très généreuses, sur le plan, et qui paraissent utopiques pour beaucoup de monde. On se dit, mais quoi qu'on fasse, finalement, on sait qu'après un certain temps, il y a ce vieux fond, je dirais un peu hobbesien, qui revient avec la nécessité, à laquelle je m'oppose absolument, mais ça c'est dans ma tête évidemment, hein, comme quoi les masses finalement vont, comment dirais-je, faire apparaître très rapidement des comportements de type individualiste qui ne peuvent être régulés si l'on souhaite une réforme de la société que par l'institution d'un pouvoir fort. Et donc, bon, évidemment, comme démocrate, pour toi et pour moi, c'est quelque chose qui paraît tout à fait affolant. Voilà, donc je me pose parfois la question disant, mais est-ce que nous ne vivons pas souvent dans un mythe personnel qui nous plaît, qui nous permet à nous de survivre, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'exemple
dans l'histoire de l'humanité qui est réussi à long terme. Hein. Bon, moi j'ai jamais caché mes opinions politiques, donc libertaires, et donc quand je vois les tentatives de réforme d'une société basée sur la liberté, l'égalité et la fraternité, jusqu'à présent en tout cas, ça n'a pas fonctionné, et de toute façon je ne crois pas que ça pourrait se réaliser dans les siècles qui viennent. Donc ça suppose une très lente maturation de l'humanité, d'où le travail de l'éducation. Mais je voudrais te poser maintenant une dernière question. Quelles sont les conséquences à plus long terme finalement de cette révolution, et en quoi aujourd'hui, mais tu as eu l'occasion d'évoquer déjà dans le cadre de plusieurs réponses que tu as formulées jusqu'à présent, les conséquences jusque dans le présent de cette révolution de la fin donc, des années 70, et évidemment, je ne vais pas te demander d'être la Sibylle ou la Pythie de Delphes, mais quelle voie de sortie peut-on envisager? Donc, comme tu es une savante, tu ne peux faire évidemment que parler de choses observables, mais à partir des choses observables. Et en tant qu'intellectuel, alors tu sors de ton rôle de quelqu'un qui analyse les faits de manière très, très concrète et à partir du réel, quelle voie de sortie, alors en tant qu'humaniste, intellectuel, tu vois par rapport à la sortie donc, du processus, voilà, jusqu'à présent? Est-ce que tu vois quand même à terme, dans les décennies qui viennent, des éléments qui au sein même de la société iranienne, parce qu'ils ne pourront venir, selon moi, que du sein de la société iranienne, que une modernisation inévitable qui va faire qu'à un moment donné, ben voilà, cette période de la révolution iranienne sera un chapitre dans les livres d'histoire, et que l'Iran va rejoindre, je dirais, pas le concert des nations, mais surtout que la société iranienne va se libéraliser au sens, non pas économique du terme, mais au sens philosophique du terme. Alors je pense déjà que le retrait des États-Unis, des accords, est vraiment un élément déterminant dans ce qui pouvait se passer. Parce que le processus naturel concernant justement cette République islamique prenait cet élément des accords en son sein, justement. C'était vraiment une continuité naturelle. C'est-à-dire qu'on a une phase d'épuration extrêmement dure, idéologique, idéaliste, avec dans tous ses aspects positifs et négatifs, surtout négatifs pour le coup, parce que ça a été extrêmement violent entre 79 et 89. Ensuite, on a eu une institutionnalisation plus prégnante qui a justement façonné aussi un certain nombre de ressorts négatifs comme la corruption, comme la création nouvelle d'un dénivelé hiérarchique social qui pouvait justement réengager une nouvelle lutte des classes sous un autre ordre, un ordre différent de celui qu'on a pu connaître auparavant. Et puis, ça pouvait être aussi, toujours dans cette continuité, finalement une sorte de sécularisation endogène réussie. Alors, pourquoi une sécularisation endogène réussie? Eh bien parce que la sécularisation, c'est un long processus qu'on a connu en Occident et qui consiste qui aboutit à finalement une distinction entre le religieux, qui va finalement rentrer plutôt dans une sphère privée, et le politique, qui lui se tient à la sphère publique, et une invitation de la raison à être à l'origine de toutes les normes morales, les normes juridiques. Donc ça, c'est ce qu'on a connu en Occident, et quelque part, c'était ce qui était peut-être en train de se passer en Iran, avec une volonté de s'ouvrir dans le monde, avec une volonté justement d'avoir le choix, quand on répond à une question, à un problème d'ordre politique, d'invoquer directement les textes religieux, mais aussi de produire une norme rationnelle. Et quand, à une même question, on propose deux raisons, l'une étant sacrée, l'autre étant profane, finalement on désacralise la première, parce qu'on n'en fait plus un absolu. C'est ce qu'on appelle l'orfi-shodan en persan. C'est la coutumisation du sacré pour finalement le faire rentrer
dans la sphère du rationnel et procéder à une sécularisation qui ne serait pas directement importée de l'Occident, comme beaucoup de penseurs iraniens auraient voulu le faire, je pense notamment au journaliste Akbar Ganji, mais produire une sécularisation par ses propres sources, comme nous l'avons fait avec le judéo-christianisme, parce que finalement, quand on regarde notre sécularisation, elle a des sources très judéo-chrétiennes. Le mariage civil, c'est rien d'autre que la désacralisation du mariage religieux. L'université, c'est rien d'autre que la désacralisation finalement du corps ecclésiastique qui avait l'éducation entre ses mains. Donc, on était finalement là-dedans, progressivement, et cette ouverture au monde et à la sortie de la suffocation économique et finalement, quelque part, à l'interaction culturelle qui permet une libération potentielle des mœurs, me permettait de penser qu'on entrait dans une sorte de post-modernité iranienne avec, nous avons fait l'expérience idéologique. Bon, on va pas la mettre par terre, on va procéder à une sorte de révolution à la chinoise, et la République islamique n'aura d'islamique plus que le nom, au fur et à mesure. On pouvait imaginer ça, c'était un peu comme ça que je me représentais les choses. Cette incapacité, finalement, du fait du retrait américain à pouvoir, justement, sortir de la suffocation économique, fait rejaillir un certain nombre de vieux discours diabolisant l'Occident. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours, il me semble, dans un pays, un discours dominant et un discours secondaire. Le discours secondaire, c'est celui qui est complexé. C'est celui qu'on ne peut pas développer devant n'importe qui. Par exemple, aujourd'hui en France, fort heureusement, même si on a encore beaucoup de travail, le discours dominant, c'est celui de l'égalité homme-femme, pour ne prendre qu'un seul exemple. Et si on n'est pas d'accord avec ça, c'est un discours un peu plus complexé qu'on ne va développer que devant une certaine catégorie de personnes. Eh bien, le discours conservateur iranien, les purs et durs de la première ligne droite de la République islamique étaient devenus des discours complexés. Ils étaient devenus des discours secondaires. Et là, ils commencent à reprendre beaucoup d'importance en disant, voyez, on vous l'avait dit qu'on ne pouvait pas faire confiance. C'est une des raisons, bien évidemment. Ce sont aussi des personnes à qui les sanctions, le régime de sanctions imposé par les États-Unis profite, parce qu'ils sont bien souvent dans des économies de contrebande et ils s'enrichissent des sanctions. Donc ils ont aussi tout intérêt à garder ce discours. Et là, on peut rentrer dans des choses beaucoup plus concrètes. Du point de vue des Iraniens, quand j'en m'interroge sur place, il y a à court terme, on va sortir justement de ces longs processus dont je parlais au départ, à court terme, les sorties, il y a trois espèces d'hypothèses qui sont formulées, soit un retour à un statu quo hanté, de l'époque d'Ahmadinejad, avec le retour à une économie sclérosée par des produits financiers techniques, la corruption, contre laquelle le régime de Hassan Rouhani modéré est en lutte depuis son arrivée, la corruption reviendrait avec encore plus de pertes et fracas. Donc voilà, quelque chose de très conservateur et sclérosé. Deuxième hypothèse, beaucoup moins envisageable, les accords existent toujours. Les États-Unis vont mettre tout ce qu'ils ont en leurs moyens pour empêcher les Européens de pouvoir les respecter, ainsi de suite. Certaines personnes pensent qu'on pourrait voir éventuellement un partenaire russe, un partenaire chinois faire de très gros efforts économiques pour maintenir les accords, et éventuellement l'Europe serait un petit peu amenée sur ces modèles-là à faire de même. Et donc, finalement, l'Iran s'en sortirait avec beaucoup plus de difficultés et de lenteur qu'il ne s'en serait sorti si les États-Unis n'étaient pas sortis. Et la troisième option, c'est le coup d'État militaire. C'est dans beaucoup d'esprits. Parce qu'il faut rappeler que l'Iran est le seul pays au monde qui a deux armées qui sont de façon totalement symétrique, qui ont les mêmes forces, le même matériel, sont vraiment deux armées parallèles. Et l'une de ces deux armées a un pied dans à peu près tous les secteurs socio-économiques, même médiatiques. C'est l'armée des Pasdaran, les gardiens de la Révolution. Donc beaucoup de personnes pensent qu'eux pourraient éventuellement prendre le pouvoir pour dégager ces fameux mollahs qui gardent cette économie pour nourrir l'appareil ecclésiastique et nourrir la promotion de l'idéologie à l'extérieur, notamment en Syrie, en Irak, au Liban. Mais voilà, c'est une hypothèse, sachant que les Pasdarans sont connus pour avoir un sacré surmoi. C'est-à-dire qu'au départ, les gardiens de la Révolution, les Pasdarans, sont là pour garder l'institution révolutionnaire et non pas pour la faire tomber. C'est ça.
Je te remercie infiniment pour les éclairages que tu as pu nous donner, d'autant plus que l'Iran, je crois que dans les années qui viennent, on va certainement beaucoup en parler, même si les feux de l'actualité ne sont pas portés immédiatement sur ce sujet-là, parce que tous les jours, les informations nous apportent, comment dirais-je, des révélations sur l'un ou l'autre sujet. L'information balaye celle de la veille, mais enfin, l'Iran reste évidemment un élément important de l'équation des relations internationales donc, au Moyen-Orient. Je voudrais donc rappeler à ceux qui nous écoutent que Amélie Chely va publier dans quelques mois, nous sommes maintenant à la fin du mois de juillet, donc ce sera août, septembre, octobre, donc dans 3 mois et demi, disons, 3 mois et demi, 4 mois, parce qu'on ne connaît peut-être pas les dates précises de la sortie de presse, donc son livre sur les radicalisations, aux éditions Dussert ou Dussert, suivant qu'on soit rigoriste ou pas, parce que, bon, je ne vais pas expliquer ici ce que signifie le cerf ou le cerf, parce qu'effectivement, il y a une explication logique à le prononcer, comme je viens de le dire maintenant. Mais je vais la laisser parce qu'elle a un emploi du temps extrêmement chargé aujourd'hui, et donc c'est avec d'autant plus de gratitude que je vais la remercier ici, puisque je sais que cet après-midi, à Bruxelles, elle a 3 rendez-vous pour mettre vraiment la dernière main maintenant à son livre. Et puis bon, il faudra que... Ça fera plaisir à mon éditeur d'entendre oui, ça. voilà, oui, je crois, parce qu'il faut vraiment clôturer maintenant, parce que il n'y a pas urgence du point de vue de l'éditeur, mais voilà. Et puis il faut finir un livre à un moment donné, hein, sachant très bien que si on l'écrit 5 ans plus tard, on n'aurait peut-être pas écrit tout à fait les mêmes choses, parce qu'il y aura eu des informations entre-temps. Enfin, connaissant Amélie, on peut supposer que les informations et les analyses surtout que l'on trouvera dedans sont suffisamment pesantes que pour révéler des structures profondes et non pas surfer sur la vague des événements immédiats, ça c'est sûr. Voilà, donc Amélie, un très grand merci, bon après-midi, je sais que tu vas beaucoup travailler, ce seront d'ailleurs des rendez-vous assez divers, et puis j'espère que tu vas te reposer comme un tout petit peu pendant le mois qui vient, parce que je connais ton emploi du temps au quotidien, et je voudrais encore pouvoir faire la même chose, mais je n'ai jamais atteint ton degré de productivité, non, jamais, voilà. Encore un grand merci. Merci à toi.